Elles sont d'un don des dieux. Elles offrent un nectar divin et souverain. Les Celtes les admiraient. Elles offraient aux hommes une ressource presque magique, le miel. Si elles n'avaient été abeilles, elles auraient été des fées. Le miel sauvage aux 1000 vertus avait une dimension particulière, car il ne provenait pas du travail des hommes, mais celui de la nature et de ses petites ouvrières. Son abondance était fragile, entre l'homme, son travail et la nature. Les hommes firent de ce don un mets précieux, doucement sucré et guérisseur, mais aussi une boisson en l'honneur des dieux, l'hydromel. Il est couleur du soleil, l'astre divin, la magie de la nature. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'apiculture. J'ai eu l'occasion de suivre un apiculteur dans son quotidien, sur le terrain et aussi là où il met le miel en pot, là où il fait la récupération du miel. On se retrouve directement sur le terrain et puis je vous rejoins ensuite pour la conclusion de cette vidéo. Merci. Voilà, on est ici avec Baptiste. Ce sont des ruches qu'il a ramenées des Hauts-de-Fagne. Donc maintenant on va les installer à une nouvelle place dans sa région. Il est en train de réinstaller les supports. Et on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Je le rejoins. C'est parti. C'est un très joli cadre, mais il fait détremper. Quand je dis plus ou moins, c'est plus que moins. 80 quoi. Non, c'est 60, le niveau c'est 60. J'essaye d'être quand même un peu rigoureux, sinon après ça ressemble à rien. Voilà, là on est en train d'acheminer les ruches. On les remet sur les supports. Et voilà. Et puis je vous laisse regarder leur arrivée.
Alors Baptiste, les ruches qu'on vient de déposer ici, ce sont des ruches que tu as ramenées d'où? Je les ai ramenées des Hauts-de-Fagne où elles sont allées finir la saison qui est un peu plus longue par là. Essayer de récolter encore un peu de miel parce que cette année n'a pas été fabuleuse, donc on a essayé de tirer un peu la saison en longueur. Ok. Et ça, on est venu les déposer à 7 heures du matin. Donc toi, tu es parti les chercher à quelle heure? Alors, moi je suis parti hier soir pour les charger de nuit, donc il était minuit, quelque chose comme ça. Et puis, Ok. puis je les ai amenés jusqu'au rucher et on les a déchargés ici à 7 h du matin pour voir un peu ce qu'on faisait parce que les décharger la nuit, Ouais. on risque de trébucher, ça fait jamais bon ménage. Ok. Alors en fait, tu m'avais expliqué vite fait que c'est beaucoup mieux de faire les transports de nuit pour Oui. la chaleur. Oui. Et est-ce que les abeilles sont plus calmes dans ces cas-là aussi? De toute façon, la ruche est fermée, donc ça change pas grand-chose. Elles sont quand même bloquées à l'intérieur. Mhm. Elles sont sensibles aux vibrations, donc les débuts de trajet, elles sont un peu nerveuses et puis finalement elles se résignent au ballottement. Mhm. Mais c'est vrai elles sont moins actives la nuit. De toute façon, rien que le fait de fermer la ruche nécessite qu'il fasse noir pour qu'elles soient toutes rentrées, donc Ok. les transports de nuit. Donc voilà, à chaque fois qu'il faut aller déplacer des ruches, presque à chaque fois ou Non, à chaque fois. à chaque Alors, fois c'est de nuit. Soit le soir, je peux aller les fermer, ou alors en partant encore plus tôt le matin, mais Mhm. 7 h ici, c'est bon que les ruches étaient encore fermées de la nuit, mais si je viens en fermer à 7 h, il y a déjà des abeilles qui travaillent, quoi. Ok. Donc il faut que je vienne à 5 h 30 avant le soleil, quoi. Ici on les a ouvertes tout en même temps. Elles vont sortir, elles commencent déjà à sortir. Ouais. Voilà. Et elles vont sortir toutes tout en même temps. Elles vont se remettre au travail ou... Là ici, comme il fait encore frais, il y en a quelques-unes qui sortent pour débuter la journée. Elles vont commencer, comme c'est un nouvel emplacement, elles vont commencer par faire un vol d'orientation, donc elles vont repérer un peu les environs pour savoir dans quelle ruche elles doivent retourner Mhm. après avoir travaillé. Et puis au fur et à mesure de la journée, les ruches vont chauffer un peu avec le soleil et elles vont se mettre au boulot, quoi. C'est un moment où elles sont... Alors on a mis les combinaisons quand même par prudence. C'est un moment où elles seraient susceptibles de piquer ou pas plus que ça? On n'est jamais à l'abri de tomber sur une qui est mal lunée, Mhm. surtout après avoir été confiné toute la nuit. Mais une fois qu'elles travaillent, il n'y a pas spécialement de danger, elles ne vont pas venir nous chercher des noises. C'est des abeilles qui sont quand même assez douces. Après ici on arrive en fin de saison, donc il n'y a plus beaucoup de ressources, donc elles sont un peu sur les dents aussi quand on vient les embêter pour pas que... Elles cherchent à manger. Ouais, elles cherchent à manger et elles défendent ce qu'elles ont récolté, quoi. Tu vas devoir nourrir après combien de temps ici, si tu dois nourrir? Ici je vais les laisser se calmer un peu aujourd'hui et puis demain je ferai un petit check-up complet, voir les réserves qui restent à l'intérieur et si ça manque de réserve, je redonnerai déjà un peu de nourrissement pour les prochaines semaines. Et puis le gros du nourrissement d'hiver, je le fais pour fin août. Et je revérifie fin septembre si je dois redonner un petit peu pour qu'elles aient les réserves suffisantes, quoi. Ok. Alors ici on est dans une prairie. On est entouré d'arbres, il y a du peuplier, tout ça. Est-ce que tu regardes par rapport à là où elles étaient avant, où tu les remets, ou ça n'a pas vraiment Non, ça n'a d'impact? pas d'importance, ça. Ça n'a pas d'importance. Elles vont de toute façon trouver des réserves dans l'environnement dans lequel elles sont. Ici, on est dans des Mhm. campagnes où il y a quand même encore un peu de réserve. Ici, en été, si elles doivent aller plus loin, elles vont aller jusqu'à 3 km chercher à butiner, quoi. Donc, 3 km. ouais, sur une carte, si on regarde un rayon de 3 km, il y a largement de, il y a largement de quoi trouver à manger, Il quoi. y a largement de quoi faire. Ok. Et 3 km, ça veut dire que on peut faire du miel bio ou pas? C'est compliqué, hein, 3 km d'avoir que des cultures bio en Belgique. Donc non, il n'y a pas Voilà. de labellisation bio en apiculture en Belgique. En miel, en fait, ça n'aurait pas beaucoup de sens de vouloir faire un miel qui soit bio, sachant que les abeilles ne vont pas pouvoir rester dans un cadre qui le soit à 100%, Voilà, ouais. ou même ne fût-ce ça. qu'à moitié. Ouais. Donc voilà, s'il y a du miel bio en Belgique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'est pas belge. Ok, Le plus d'accord. proche bio, ça va être la France. En France, ils ont Mhm. du bio qui est Parce que c'est qui est plus faisable. étendu, Les le territoire surfaces, est plus... le territoire est plus grand, les densités de population sont différentes. Mhm. Donc là, ils arrivent à faire du bio. Mais en Belgique, il n'y a pas de miel bio. Alors aujourd'hui, on est début août.
Il n'a pas fait chaud de la nuit. Alors suffisamment pour transporter les abeilles. Nous, au matin, il faisait un petit peu frais. Là, il fait tremper. Est-ce que les changements de température comme ça en saison, ça embête les abeilles ou elles s'adaptent assez vite? Elles s'adaptent, mais donc les températures, elles ont deux influences. C'est une influence sur les abeilles en elles-mêmes, puisqu'il faut qu'il y ait une certaine température pour qu'elles se mettent au travail. Mhm. Et l'autre influence, c'est sur les plantes, puisque les plantes ont besoin, en fonction des plantes, ont besoin d'un certain nombre de degrés pour sécréter du nectar. Donc Ok. s'il fait trop froid, il n'y a pas de réserves qui sont possibles, quoi. Ouais, et ça, c'est dangereux pour la survie de la ruche. Oui, des années comme on a eu ici, il y a des ruches un peu faibles ou des essaims de l'année qui n'ont pas beaucoup de réserves, Mhm. qu'il faut vraiment surveiller de près parce que une semaine de mauvais temps et tu peux avoir ta ruche qui meurt de faim, quoi. Voilà, donc en fait, des abeilles, c'est assez fragile. Oui, oui, malgré Donc tout. il faut pas. On a tendance à dire la nature est bien faite, oui, mais la nature La nature est a fragile besoin aussi. Ouais, ouais. elle est fragile, a besoin d'un peu de précision, quoi. Ben oui, les Si ça abeilles, dépasse un peu- c'est plus comme on dit toujours, oui, les abeilles étaient là avant les hommes, certes, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas là avant non plus. Mhm. Et donc les abeilles ont un peu plus de mal à survivre du fait de plusieurs facteurs. Le principal étant déjà l'appauvrissement de la biodiversité Mhm. dans les campagnes. Et puis il y a des pathogènes, et il y a des prédateurs et des parasites qu'il faut gérer. Principalement le varroa, c'est un acarien qui parasite quasiment toutes les colonies d'abeilles en Europe et qui est mortel à très court terme s'il n'y a pas de traitement qui est fait sur les ruches. Donc très court terme, c'est 3 ans. En gros, une colonie, si tu n'interviens pas pour réguler la pression du varroa, après 3 ans, elle se casse la figure, quoi. Ok. Les colonies étaient plus petites aussi à l'époque. Maintenant, tu m'as dit tout à l'heure combien d'abeilles dans une ruche, dans une seule ruche? En hiver, 10 000, en été, ça monte à 80 000. Donc on a des belles colonies. Ça, c'est notamment dû au travail qui est fait par les éleveurs d'abeilles, de rennes, qui travaillent sur la génétique. C'est pas de la manipulation génétique, c'est de la sélection. Donc Mhm. on Privilégier privilégie les spécimens les plus les abeilles qui solides. travaillent le mieux, qui Mhm. résistent le mieux aux parasites, qui récoltent, qui gardent des réserves pour l'hiver, qui sont douces. Voilà, c'est tous des critères qu'on essaye de garder pour avoir un travail qui est plus agréable et qui est plus efficace, quoi. Ok. Donc elle, maintenant, on les laisse tranquilles. Ouais. Je crois qu'il faut aller visiter d'autres Ouais, on va ruches. aller dans un autre rucher, on va aller chercher des toutes jeunes larves qui ont moins de 24 heures Mhm. pour les mettre dans une ruche orpheline pour qu'elle les transforme en reines. Donc Ok. une fois qu'elles seront en route pour devenir des reines, donc c'est parce qu'elles vont être nourries à la gelée royale, on va poursuivre l'élevage jusqu'au bout et ça fera des nouvelles reines, soit pour faire des nouvelles ruches, soit pour remplacer des vieilles reines ou des reines qui sont défaillantes. Ok, d'accord. Mais c'est parti, on va repatauger dans la boue parce qu'il y a eu beaucoup d'eau ces dernières heures. Voilà, et puis on va aller vous emmener pour regarder à ces petites ruches là. Seconde place de la journée, nous sommes dans une belle prairie entourée de haies et nous allons faire une petite intervention sur les ruches qui sont derrière moi. J'ai déjà mis la combinaison. Alors je vais m'approcher pas trop près, je vais juste vous faire un petit plan comme ça derrière moi pour vous montrer en gros la ligne de ruche. Et ensuite c'est Baptiste qui va faire son intervention, qui va calmer les abeilles avant de pouvoir y travailler et il vous expliquera à ce moment-là ce qu'il va faire exactement et dans quelles conditions. Alors bien entendu, il faut toujours rester prudent avec des abeilles quand on fait des interventions, c'est pour ça qu'on met les combinaisons et qu'il utilise une fumée pour pouvoir les calmer un petit peu, mais ça c'est lui qui vous expliquera. Voilà, donc là ici on est dans une ruche dont la reine est une reine de sélection, donc les deux parents, enfin les deux côtés sont connus, le côté paternel et le côté maternel sont connus. Et donc du coup on va aller chercher des œufs, enfin maintenant c'est plus des œufs, c'est des larves parce qu'ils ont déjà été pondus il y a 3-4 jours.
On va aller chercher des œufs des larves pardon, pour faire des nouvelles reines dont on connaîtra déjà le patrimoine génétique. Et donc les abeilles qui vont naître de ces reines que je vais faire auront la moitié du patrimoine génétique connu, puisqu'on ne connaît pas le patrimoine génétique des mâles qui vont féconder les reines. Donc là je vais chercher le cadre où les œufs ont été pondus. J'ai mis un petit bloc de ponte dans lequel j'ai fait pondre la reine. Ce qu'on voit ici, là, tant qu'à faire, c'est des traitements vétérinaires contre le varroa. Donc c'est une petite languette qui est imprégnée d'un acaricide qui reste dans la ruche pendant 12 semaines pour que les acariens qui sont cachés dans le couvain soient touchés aussi par le produit. Donc voilà, c'est un mal nécessaire. Sans ça, ça serait risquer la pérennité de la ruche. Voilà, c'est ça. Donc sans traitement, il y a d'autres méthodes de traitement, mais qui ont des efficacités moindres. Sans traitement, on va avoir des populations de varroa qui vont être trop importantes et mettre la colonie en danger. Donc ça, c'est le bloc de ponte dont je parlais. Je vais secouer les abeilles, je vais les brosser. Et après, on va aller plus loin. On va retourner à la voiture. Ok. Alors d'habitude, un cadre comme ça, je le secoue une bonne fois pour que les abeilles tombent. Mais ici, comme je dois récupérer les larves, je le secoue pas pour pas qu'elles se décollent du fond des cellules. Donc c'est pour ça que je brosse. C'est un peu moins soft pour les abeilles, mais ça va. C'est pas non plus hyper violent, quoi. Voilà, donc on va refermer la ruche provisoirement. On reviendra remettre le cadre dans quelques minutes. Et le petit fumoir ici, c'est pour ça les calme? Ça les calme, oui. Donc c'est un instinct primitif chez l'abeille. Quand elles ont de la fumée, elles ont le réflexe d'aller se gorger de nourriture. Donc elles retournent à l'intérieur de la ruche. Et je vais le laisser là, j'en ai pas besoin. Et donc elles sont beaucoup moins aptes à la piqûre. Voilà. Voilà, donc ici il n'y a quasiment plus d'abeilles, donc là j'ai pas de. On voit que c'est la fin de la saison, il y a les guêpes qui arrivent et qui viennent chercher un peu à manger. Donc là ici on voit tout ce qui est un peu brillant, c'est du nectar ou c'est du nectar frais. Là ici c'est du miel qui est operculé. Les petites alvéoles jaunes, ça c'est du pollen. Et alors dans le fond là on voit pas très bien, mais c'est des cellules qui ont été pondues. Donc c'est des futures abeilles qui vont grandir là-dedans. Donc ici la petite boîte, j'ai mis la reine dans cette partie là il y a 3 jours, il y a 4 jours plutôt. Et donc elle a pondu dans les alvéoles. Et du coup je connais l'âge exact des larves que je vais prendre parce que il faut qu'elles soient âgées de moins de 24 heures pour que les abeilles puissent encore faire des reines correctes dessus. Donc je prends les petites alvéoles, je regarde, elles ne seront pas toutes pondues, en plus on arrive en fin de saison donc la reine pond un peu moins. C'est quoi comme cycle de pont une reine? Elle pond sans arrêt la reine. Alors voilà ici, je sais pas si tu vois, dans le fond là, on voit une petite larve qui baigne dans un petit bain de gelée royale. C'est un peu juste. Ouais, donc elle est... tache blanche. Voilà, c'est ça. Donc là elle est tout juste au niveau taille, elle est un poil grosse mais ça va. Ça va encore. Donc je la mets
dans une petite cupule ici qui va reproduire une cellule royale naturelle. Et donc les abeilles dans la ruche dans laquelle je vais les faire élever vont croire que c'est une cellule royale et donc elles vont la nourrir comme une future reine. Et donc ça fera des reines par la suite. Donc ce qui fait la différence d'une abeille ouvrière à une reine, c'est sa nourriture. Alors. Voilà, c'est ça. Puisque là, ici, c'est un œuf qui est totalement banal. C'est pour ça qu'il faut les prendre très jeunes, puisque c'est l'alimentation qui change et donc il faut qu'ils soient nourris le plus tôt possible avec de la gelée royale pour que tout le développement de la larve puisse se faire en fonction de son futur. Ici, il y a des larves. Donc voilà, ici c'est probablement le dernier de la saison parce qu'il faut qu'il y ait encore des mâles au moment où les reines vont se faire féconder. Et donc si les abeilles vont commencer à mettre les mâles dehors dans quelques jours, dans quelques semaines maximum, puisque c'est des bouches inutiles à nourrir pendant l'hiver. Oui, donc l'abeille n'est pas partageuse avec le mâle. Non, parce que le mâle il travaille pas, il va pas récolter de miel et donc il sert un peu à rien pendant l'hiver puisqu'il n'y a plus de reines à féconder théoriquement. Donc elles les mettent dehors. En plus, comme ils n'ont pas de dard, ils savent pas trop résister. Ils n'ont pas trop le choix. Ok. La vie de mâle est un peu cruelle chez les abeilles. Mais bon, ils travaillent pas donc en même temps. Voilà, son travail c'est la reproduction. Oui. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après pour le mâle après la reproduction? Il meurt. Voilà, bon. Voilà. Il meurt après la fécondation de la reine, donc il féconde une reine en vol. Il y a plusieurs mâles qui fécondent une reine en vol et quand il se détache de la reine, son appareil reproducteur reste accroché. Et donc forcément, s'il y a la moitié du corps qui reste sur la reine, c'est difficile de survivre. Ça marche tout de suite moins bien. Oui, c'est moins... voilà. Ok. Donc c'est un destin un peu cruel, hein. Soit il réussit à faire son boulot et il meurt, soit il réussit pas à faire son boulot et il est mis dehors au mois d'août. Donc, voilà. Et dans le cadre, il est mis dehors, il peut revenir l'année d'après ou il va... Non, il va mourir. Hein, il va mourir durant l'hiver. Ouais, il va dans les jours qui suivent, hein, parce qu'il va pas butiner, donc il a plus son garde-manger. Ok. Bon, ici c'est pas la réussite du siècle. On voit que c'est vraiment la fin de saison. Les reines commencent à diminuer leur ponte assez drastiquement. Et ça, tu le fais combien de fois par an? Parce que tu dis qu'elles pondent tout le temps, mais des récoltes comme ça, exprès de larves, c'est régulier alors? Je peux le faire une fois par semaine si je suis en rythme de croisière. Et ça peut aller jusqu'à combien de larves? Là, il y a 110 cellules. Donc, quand la reine pond bien, j'en ai 70, 80. Parce qu'il y a toujours des trous. Là, ici, c'est vraiment désert. C'est assez chiant. Oui. La météo est particulière maintenant. Il n'y a plus grand chose à manger. Donc forcément la reine elle adapte aussi sa ponte en fonction des ressources parce que ça sert à rien de pondre s'il n'y a pas de nourriture pour nourrir les larves. Et donc on est un peu en fin de saison là vraiment. Alors on peut, si on veut pas travailler avec un bloc comme ça, on peut faire ce qu'on appelle un picking. Donc c'est avec un petit instrument, on va chercher directement dans le fond d'une cellule un œuf qui a été pondu. Ok. Mais c'est peut-être plus sécuritaire avec les petites pièces. Avec ça, l'avantage c'est que je suis sûr de l'âge de l'œuf et je suis sûr de ne pas le blesser en le prenant. Ouais. L'inconvénient c'est comme une semaine comme aujourd'hui où elle a décidé de ne pas me le remplir à fond, je suis limité en nombre de larves quoi. Donc là tu vas le remettre en place. Ouais. Et si tu voulais vérifier les larves, c'est dans combien de temps? Mais là je vais juste le remettre comme ça, je vais pas remettre la reine dedans. Ok.
Et donc si je voulais remettre une série en cours, je mets la reine dedans, puis je viens la libérer tout à l'heure. Et puis après, les œufs écloses deviennent des larves après 3 jours. Et moi, je dois prendre des larves qui ont moins d'un jour, donc j'ai 4 jours pour aller les chercher, quoi. C'est régulier comme travail. Oui. Elles sont bien actives. Hein, oui, mais ils commencent à faire un peu meilleur. On les dérange, donc elles sortent un peu voir ce qui se passe. Alors on est en combinaison, mais on n'est pas du tout embêté. Elles volent, mais elles ne sont pas menaçantes. Elles ne viennent même pas près de moi, elles sont là tout près. Mais... Ouais, non, elles se demandent plus ce qui se passe qu'autre chose, quoi. Tu as combien de ruches ici? Ici, il y en a un peu moins de 40. D'habitude, j'en mets pas autant, mais ici, c'est des ruchettes, c'est des essaims que j'ai fait cette année, donc qui sont moins remplis en abeilles, qui sont moins peuplés. Donc, c'est moins grave si j'en mets plus, parce que si j'en mets trop, il y a trop de pression sur l'environnement, il n'y a plus assez de ressources. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Mais ici, comme c'est des jeunes essaims, ils butinent pas beaucoup, donc ça n'influe pas trop. Mais je les reboucherai au printemps quand ils vont commencer à se développer, quoi. J'irai les remettre dans des ruchers un peu moins remplis. Et celle-ci, c'est une ruche normale aussi? Ça, c'est une ruchette, donc il n'y a que 6 cadres à l'intérieur. Ah, ok. C'est ça qu'elle est. Ouais. Un peu différent. Bon, elles sont un peu nombreuses, donc il y en a qui dorment dehors. On a fini ici alors? On a fini ici. Ok. On peut sortir. Ah, j'ai peur beaucoup des gens. Allez, hop. Bye bye. Voilà. On fait de la conduite accompagnée. Oui. Il faut garder les combinaisons parce que les abeilles nous ont suivis dans la voiture. Elles ont senti le miel. Je vais essayer de les laisser sortir. Allez, à la maison. Allez-y. Alors, on est ici dans l'antre de Baptiste. Oui. C'est ici que tu fais les extractions. Extraction de miel, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va extraire. Oui. Miel d'été, c'est la toute fin de récolte. Donc le but de l'extraction, c'est qu'on enlève la pellicule de cire que les abeilles mettent au-dessus du miel pour le protéger. Et comme ça, avec la force centrifuge dans l'extracteur, le miel peut sortir du cadre. Et après, on le filtre. Et puis c'est le conditionnement, quoi. Est-ce que c'est le miel qu'on a été, où on a été dans la prairie? Ah, en partie, oui. Ouais. Donc ça, c'est le même circuit directement. Oui, voilà. Mais vas-y, je te suis. Donc là, je vais aller chercher une hausse bien remplie. Enfin, bien remplie. Ça reste la saison 2021. C'est comme pour tout, à mon avis. Ouais. Alors, la machine fait un peu de bruit, mais vous allez nous entendre quand même. Ouais. Donc là, tout ce qui est lisse, là, c'est une pellicule de cire. Donc le miel est en dessous, en fait. Donc si on gratte, on voit qu'il est là. Ouais. Et donc la machine qui est là a 2 couteaux qui vibrent et qui coupent les pellicules des 2 côtés directement. Donc quand on commence à avoir un peu de volume, on se facilite la tâche. Donc je vais la mettre en route, ça fait un peu de bruit, mais on parlera un peu plus fort. Donc là on voit le cadre qui descend, et on voit que la cire est coupée là. Donc la pellicule s'enlève, on l'appelle l'opercule, on parlait de médicaments, et le cadre après il part, il laisse la place au suivant. Les opercules tombent dans un bac, et tout ce qui est dans le bac on va le utiliser après pour récupérer le miel, parce que le miel qui tombe avec.
vois que le miel, on le porte quand même un certain nombre de fois. Hein. Entre le moment où il est récolté par les abeilles et au moment où le pot est vendu, j'ai jamais compté, mais je sais pas combien de fois je le porte. Là, ça c'est des cadres où il y a un peu moins d'opercules. Mais quand il n'y en a vraiment pas beaucoup, je l'enlève, j'ai une petite fourchette spéciale. Je le gratte. Alors normalement on dit qu'il faut récolter le miel quand il est operculé parce que c'est signe d'une bonne humidité. En fait, les abeilles sèchent le nectar. Et quand le nectar est assez sec, c'est à ce moment-là qu'elles operculent le cadre. Donc c'est pas toujours vrai en pratique, surtout des années un peu humides. Moi je récolte parfois où le cadre n'est pas tout à fait operculé, mais j'ai un déhumidificateur dans la pièce. Et donc ça finit de sécher les 2% d'eau qui reste dans le cadre pour qu'il se conserve en fait. Donc là je vais gratter les petites opercules, hop, que le miel puisse s'échapper tout simplement. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a des couteaux, j'ai un couteau, je sais pas où il est près de l'évier je pense, pour les couper. Il y a des fourchettes avec lesquelles on vient chercher en dessous, comme la fourchette qui est là. C'est un joli petit peigne en fait. Oui c'est ça, en fait les dents sont, recourbées sur la fin. Contrairement à celle-là, où les dents sont droites. Et donc celle-là en fait on vient chercher par en dessous. Bon celle-là elle a déjà bien servi. On fait attention à ne pas se piquer la main parce que ça pique fort. Donc voilà un peu les différents outils qui existent. Est-ce que je peux essayer, Baptiste? Oui, hein? Oui, tu peux essayer. Je vais. Tu sais quoi, regarde, on va faire ça. Là, ça passe, comme ça tu ne peux pas la porter. Donc je vais juste t'expliquer un petit truc parce qu'il y a un petit réglage que je n'arrive pas à faire correctement. Okay. C'est que tu vois, le cadre il va se mettre, là la chaîne ici elle est un petit peu plus, tu vois, là. Donc il va se mettre là. Parfois il arrive qu'il y a un cadre, un deuxième, toujours du côté droit qui vient de se mettre, et donc ça se bloque. Donc il faut vraiment les mettre bien droit, mais c'est juste que si je vois qu'il s'arrête, qu'il se bloque, j'arrête bien la machine. Et si tu vois qu'il n'y a pas d'opercule, tu n'es pas obligé de le mettre parce qu'alors on en est directement, il y a une étape. Donc ça on va le faire. Ça je vais le faire à la fourchette, tu vois, parce que ça va plus vite. Et parfois elle arrive un peu les cadres, donc j'aime autant le faire à la fourchette. Celui-là tu peux le mettre. Le laisser glisser, il va descendre tout seul normalement. C'est sur le rail du bas. Hein? C'est sur le rail du bas ici. Non, c'est sur le rail du haut. Je vais couper pour pas que t'aies. Voilà, c'est ça. Et il va aller taper. Tu peux le laisser glisser, il n'y a pas de. Et tu peux en mettre combien comme ça? Tu peux en mettre jusqu'à ce que le rail soit chargé. Donc je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui rentrent. Alors c'est bien, je vois que tu fais attention à ne pas en avoir trop sur les doigts. Tu peux le mettre, ouais. Mais de toute façon, tu vas avoir les mains collantes. Là, tu le mets en haut, puis tu le lèves, tu les descends. Voilà. Comme ça, tu mets pas tes doigts trop près des parties en mouvement. En général, ceux sur les bords, ils sont un peu moins remplis cette année. La humidité n'a pas été top, ça ne fait pas attendre non plus.
sont un peu plus épais ici, le soleil passe pas dans la machine. De toute façon. Ah ouais. Dans le modèle. On peut la mettre dessus. Parce que là, ça c'est les remplis, on va mettre ça, tout ça, ça fait déjà. Ouais, j'en ai parlé. À mon avis, tu vas devoir la décoller avec le tournevis qui est là. Je me demandais, hein. Là, ici, il y a un passage. Tu donnes un coup à l'arrière, ça va. Voilà. Voilà, ici c'est plein. On va faire une petite pause là-dessus, on va s'en prendre un peu mieux. Hop. Là, ici j'en ai mis 30. Donc c'est rempli. On va pouvoir mettre en route. Donc maintenant l'extracteur ici de ce côté-ci est rempli. Donc on a mis, il peut contenir 30 cadres. Ils sont tous dedans. Je mets en route. Donc voilà, ça va tourner et le miel par l'effet de la force centrifuge va sortir des cadres et se retrouver dans le fond. Alors il faut y aller progressivement parce que sinon les cadres peuvent éclater, donc ça va tourner dans le fond et monter petit à petit. Voilà, et pendant ce temps-là, je remplis l'autre côté. Tu es en train de me dire que souvent les gens avaient un seul extracteur, c'est ça. Souvent les gens travaillaient avec un seul extracteur, mais du coup pendant qu'ils tournent, ils sont un peu bloqués. Donc moi j'ai décidé de travailler avec deux, donc c'est un système que j'ai fabriqué moi-même, hein, le grand bac là. Et du coup je peux en charger un pendant que le premier tourne. Donc celle-ci elle est bien remplie, elle va repasser à la machine. Donc je vais remettre le bruit infernal en route. Ça va augmenter la vitesse un petit peu. Donc ça va faire comme les entraînements de l'astronaute là qui Ouais, voilà, c'est ça. Il y a moyen de programmer des cycles automatiques, mais pour le temps que ça prend d'appuyer de temps en temps sur le bouton pour accélérer, je ne le fais pas parce que de temps en temps, tu as des cases qui sont plus lourdes que d'autres, et donc tu as un ballon qui se fait. Ouais. Si c'est automatique, j'ai pas la possibilité de réagir. Donc ici les cadres qui sont là, Ouais. tu peux les mettre directement dans la centrifugeuse. Je vais de l'autre côté, ouais. Je dois juste vérifier parfois les deux couteaux de la tuberculeuse, je les laisse un peu tirer si elle est un peu acculée ou pas. Donc je dois parfois repasser un peu à la fourchette. Ah ouais. Bah, je peux vous montrer, j'en ai vu passer comme ça dans le cadre. Donc, il a aussi ici, je vais vous montrer. Tu vois, celui-ci par exemple, il y a encore des tubercules qui ne sont pas passés. Donc je les enlève et puis après c'est bon. Pareil celui-là. Bon, en fait il est un peu incurvé. Donc le couteau c'est pas aller le chercher. Ça reste du semi-manuel. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, vas-y. Alors tu
tu les mets un sur deux. Parce que comme ça, si on a une hausse plus remplie que l'autre, ça répartit mieux pour le ballon justement. Oui, c'est pour ça que j'en achète plus. Ça va être bon, hein. Avec les cases bien remplies, il peut y avoir jusqu'à 2 qui peuvent venir dedans, même plus parfois. Si t'empoches en bas, c'est pas mieux. Vous me donnez la pièce, là? Ouais, voilà, lui ici je l'ai envoyé au maximum. Donc ça... Et là, je peux mettre le fil électrique en dessous de la poignée. En dessous, tu mets en dessous. Ah, putain, là, il n'y a pas de... Faut que je décolle un petit arrêt là. Un petit vérin. Ouais. C'est de l'amélioration continue. Hein. Et tout ce qui coule en bas et les opercutes qui tombent dans le bac, après je les mets là, ça égoutte. Et récupérer tout le miel. C'est quoi? Et récupérer le miel. Mais le miel il va tomber comme le miel qui est extrait. Et la cire, je la récupère aussi. Ça sera le travail de l'hiver, ça c'est la faire fondre pour la séparer des impuretés. Hier, je me suis fait piquer par une abeille à mon doigt. Parce que je vais me transformer en bonhomme Michelin. Pas en bonhomme Michelin, comment est-ce qu'on dit, en abeilleman? Ouais, en beeman. Peut-être. C'est génétiquement modifié. On verra bien. À mon avis, c'était un signe parce que hier je me fais piquer, aujourd'hui tu m'appelles pour tourner. Donc ouais, bon, là, il n'est pas exclu que tu finisses encore piqué parce qu'il y a quelques abeilles avec nous qui se baladent. Ouais. Mais elles ont plus envie de sortir qu'autre chose. Donc, ok. j'ouvrirai la porte tantôt. T'as vérifié mon travail, j'ai pas fait de catastrophe? Ça a l'air. C'était bon? Bon. On va pas le mettre sur orbite? On le lance? Ouais. Faut mettre sous tension alors, sinon ça n'ira pas. Celui-là, il y a à peu près combien de... 2 kg et demi à mon avis. Ça fait plaisir. Hein? Je dis celui-là, il fait plaisir. Ouais. Bah, c'est une hausse bien remplie. Et alors appuie sur le bouton de gauche pour le redescendre jusqu'à 45. Parce que sinon quand je vais le redémarrer à 90, je vais faire une bonne gueule. J'ai vu 40, ça va? Ouais, ça va. Parce que
que moins vite, ça n'a aucun intérêt. Et c'est quoi la vitesse? C'est les tours minutes ou... Ouais, non, il y a un variateur de fréquence à l'intérieur. Donc je crois que ça monte à 360 tours minute en vitesse max. Ce qui est déjà pas mal. Dans un Avantage passé, j'étais Oxy Cooper et là c'était des millimètres minutes, si je me souviens bien. Ah ouais. Bah ouais. Là ici, mais ça fait quand même 6 tours seconde. Ça tourne, hein. Ouais. Bon, mais du coup... Hop, on va passer au filtrage. Hop, on tourne un petit peu. Tu vas nous expliquer ça. Ouais. Et donc ici j'ai il y a un tuyau qui vient directement du fond de l'extracteur. Attends, je vais les décrocher et on va aller voir ça tout de suite. Donc là le tuyau il vient récupérer tout le miel qui est tombé dans l'extracteur. Ouais. Il est pompé directement dans le bac. Donc ça c'est un bac avec une double enveloppe qui est tiède pour que le miel reste plus fluide. Ouais. Et alors il y a des cloisons qui décantent déjà une partie des impuretés en fait. Et après ça va aller ici dedans. Et là il y a des grandes chaussettes en nylon qui font la toute dernière filtration avant que le miel soit prêt. Et puis ton miel arrive tout dans le fond. Ouais. Après je le mets dans des seaux. Ok. Donc voilà, je vais mettre ça en route. C'est un peu comme les filtres Berkeley en fait. Je sais pas si tu connais. Non. C'est les filtres pour les survivalistes, pour purifier. Ah oui, oui, avec des charbons actifs et tout ça. Ouais, je pense, c'est ça. Mais ça ressemble un peu à ce genre de... Voilà, donc tu vois le miel arrive là. Hop. Ouais. Vous voyez ici, le miel, c'est un peu comme les fontaines dans... Fontaine de chocolat. Fontaine de chocolat. On n'aura plus qu'à faire du miel au chocolat. J'en fais déjà, hein. Ouais, c'est pour ça que je le dis. On est dans la section mise en pot. Oui, alors on s'est un petit peu fait envahir par l'extraction. Donc ça c'est toutes des hausses qui ont déjà été extraites mais que je dois aller remettre à l'extérieur. Donc on a un peu moins de place. Et sinon c'est la section mise en pot, conditionnement. Là j'ai un lot de miel d'été qui est dans une machine qui va le rendre crémeux. Donc en fait la machine tourne un quart d'heure toutes les heures pour disperser les cristaux et casser les débuts de cristallisation. Je vais la mettre en route. Donc là tu peux voir à l'intérieur, c'est du miel. Il y a 200 kg bien fait là. Et donc quand ça tourne, voilà, ça tourne à basse vitesse. Je sens cette odeur de miel qui vient de... Non, je sens rien, j'ai un masque. Donc voilà, et là il va mettre 2-3 semaines à être bon plus ou moins. En printemps ça va plus vite, parce qu'il y a plus de glucose dans le miel de printemps, plus de fructose dans le miel d'été, donc ça va plus vite au printemps. Donc ça c'est déjà c'est une étape. Après quand cette étape là est faite, je monte le maturateur en hauteur là, et je le connecte à la pompe. Et la pompe va mettre à peu près toute seule en pot. Donc ça, on choisit la quantité qu'on veut mettre. Bon là je vais le faire un peu en automatique, en manuel pour amorcer le truc. Tant qu'il y a un peu de bulle d'air dans le tuyau, je le mets pas en automatique parce que sinon les pots sont pas bien remplis. Voilà. Les premiers, il y en a toujours un peu plus parce que je sais où je dois m'arrêter pour qu'il y ait plus que 250 grammes.
Donc quand vous achetez du miel, il faut acheter les premiers pots, ils sont plus remplis. Okay. Et ça, c'est quoi comme miel? Alors ça c'est du miel de sapin Ouais. que j'ai récolté dans les Vosges. Donc j'ai amené des ruches à moi dans les Vosges en transhumance. Donc elles ont fait du miel, c'est en réalité du miel là, donc c'est très poétique, hein, c'est des déjections de pucerons. Et donc elles récoltent ça, c'est très sucré. Donc faut pas trop maudire les pucerons comme dans le jardin, ou c'est une autre variété de pucerons? Dans le jardin, je récolte pas de miel là dans le jardin, donc c'est surtout sur les résineux qu'on fait du miel là. Il y a aussi du miel à chêne qui existe, mais souvent c'est sur le sapin dans les forêts. Ou miel de forêt, miel de montagne, il y a aussi du miel là. On vous tourne un peu le dos, mais on Ouais. fait avec la place. Hein. On n'est pas plus laid de dos que de face, hein, de toute manière. C'est à peu près le même. Et, Tout seul. parfois on dit que quand on a mal à la gorge ou ce genre de choses, il faut choisir un miel. C'est lequel que tu préconises, toi? Tu m'avais déjà expliqué un petit peu? Ouais, mais moi je ne préconise pas grand chose de particulier parce que. Mis à part le tien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le plus important. C'est le mien le plus important. Non, mais c'est des vertus qui ne sont pas spécialement démontrées. Peut-être un miel de thym, ça peut fonctionner parce qu'il a pas mal de thymol, mais bon, moi il n'y a pas de miel de thym en Belgique, donc malheureusement il faut aller se tourner vers l'étranger. Miel de tilleul est un peu mentholé, ça peut peut-être aider. Voilà. Ça travaille tout seul du coup. Il ne reste plus. Avec une bonne cadence, il y a moyen de ne pas interrompre la pompe pour toute la manutention. On a vraiment du caramel, celui-là. Oui. Mais c'est du miel. Voilà, la mise en pot est terminée, en tout cas pour nous. Oui. Maintenant, il te reste, tu vas mettre les étiquettes L'étiquette. Oui. avec ton nom qui est Macrobat. Macrobat. Oui. Ah, ça c'est le nom. C'est pas mon nom à moi, c'est pas comme ça qu'on m'appelle évidemment. Sinon, il aurait porté plainte contre ses parents. Hein. Oui. Et donc voilà, j'en ai pas ici avec l'étiquette. C'est pas grave, hein, on peut mettre les liens en description. Hein. Ouais. Macrobat. Oui. Et donc voilà, moi, je suis dans quelques commerces des environs et puis sinon chez moi. Ok, nickel. Quelle région? Walcourt. Impeccable. Région des barrages de l'Odeur, Ouais. région vallonnée. Oui. Des ruches entre Montigny-le-Tilleul et Sanzeil, plus ou moins. Ok, et parfois même dans les Vosges Ouais. et un peu plus. Ouais, ou dans le. Ici cette année, on est allé. Celle qu'on a déchargée, elle venait d'un petit séjour dans les Hauts-de-Fagne. Mhm. Donc voilà, je leur fais prendre un peu de vacances aussi. Hein. Il leur en faut. Les vacances où elles travaillent. Voilà. Les abeilles travaillent toujours. Et bien voilà, et ben merci beaucoup pour cette découverte Ouais. de l'apiculture. Hein. Merci à toi. Et puis voilà. Si vous voulez du bon miel et que vous êtes de sa région, il suffit de le contacter. Et puis sinon, j'espère que vous aurez compris un petit peu c'est quoi le vrai miel, le miel bio, etc. etc. Ouais. et d'aller chercher du C'est miel. pas bio, hein, parce que bio c'est un label, Ouais, c'est naturel. C'est pour ça que je Ouais, mettais ouais, des je petits comme guillemets. ça t'auras pas Mais- une plainte sur le dos. Ouais. Mais si vous êtes loin, visez plutôt un apiculteur qui fait Local. vraiment son miel que d'avoir quelque chose. Bah, visez-moi, moi je vends aussi à Bruxelles, je vends. Visez-le, ouais, mais ils sont peut-être en France, et puis si je fais traduire Ouais. la vidéo, ils sont peut-être très loin, je sais Ouais. pas, on sait pas. Hein, la francophonie est un peu partout. C'est sûr. Donc voilà, toujours viser l'artisanal. Merci. Voilà, vous avez pu le voir, apiculteur, ça bouge quand même pas mal. C'est un métier qui est assez agréable, j'ai pris pas mal de plaisir à le suivre et à mettre la main à la pâte.
Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez aussi encourager son métier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et aller voir après du miel de l'apiculteur et de le retrouver peut-être en magasin. Si vous voulez suivre la suite des aventures, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche ou de me laisser un commentaire, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.